On a tous nos préférences. Moi, il y a certains enquêteurs que j'aime plus que d'autres, et c'est super subjectif. C'est des enquêteurs que je trouve plus intéressants, parce que j'aime plus leur histoire, j'aime plus le thème autour de l'idée du personnage, et surtout, j'aime la façon qu'ils exploitent le jeu. Pour certains, les enquêteurs que je veux te présenter aujourd'hui, c'est des enquêteurs qui sont un petit peu moins puissants, des enquêteurs qui sont peut-être un peu moins optimisés, plus difficiles de les utiliser pour survivre, mais qui sont plus intéressants, à mon avis. C'est des défis. Alors, je vous suggère de construire un deck de ces enquêteurs-là seulement si vous vous sentez un peu plus à l'aise avec les mécaniques du jeu, si vous sentez que vous avez accumulé un peu d'expérience avec les horreurs qui se cachent derrière la réalité. En 5e position, Leo Anderson de la civilisation oubliée. Leo Anderson, c'est un bon enquêteur. C'est un des très, très bons enquêteurs. C'est un gardien, donc un spécialiste du pétage de gueule, comme on dit. La grande force de Léo, c'est ses alliés. Alors, c'est un chef d'expédition. Et lors du début de son tour, s'il y a un allié en main, il peut en jouer un avec un rabais de une ressource pour le jouer. Donc ça, c'est vraiment très fort pour mettre des alliés sur la table à rabais. Et très, très vite, vous allez vouloir mettre des cartes du genre charisme sur Leo Anderson qui va vous permettre d'avoir un allié supplémentaire. Ce que vous voulez en fait avec Léo, c'est d'avoir un mur d'alliés devant vous pour être une espèce de bouclier humain entre vous et les dangers du monde. Léo est intéressant pour ça, mais c'est pas juste pour ça qu'il est intéressant. On peut aussi mettre des cartes de truand dans son paquet. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est ce qui permet à Léo, entre autres, d'avoir une série d'actions qui n'en finit plus. Si vous mettez Quick Thinking, vous mettez Double or Nothing pour doubler l'effet de Quick Thinking, il peut facilement se ramasser avec 5-6 actions dans son tour. Alors si vous avez les bonnes armes au bon moment, Léo peut vraiment frapper très, très, très fort. Je vais mettre dans la description certains decks de ces enquêteurs-là pour vous inspirer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles cartes vous pouvez intégrer dans ces enquêteurs-là pour être efficaces? Mais la plupart des decks de Léo que j'ai vus sont des grosses Cadillacs qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place, mais quand ils fessent, ils fessent. Ils coûtent cher aussi, alors assurez-vous d'avoir beaucoup de ressources dans votre paquet. En 4e position, Lola Eyes de la route de Carcosa. Lola est une actrice qui a joué dans le spectacle Le Roi en jaune. C'est une femme troublée, Lola, mais c'est aussi un des enquêteurs les plus bizarres du jeu. C'est le seul et unique enquêteur de type neutre. Donc, c'est pas un truand, c'est pas un gardien, rien de ça. C'est une carte grise avec ce visage qui semble essayer de reconnecter avec le monde. Ce qui arrive, c'est qu'au début de chaque tour, en fait, vous pouvez changer de rôle. Donc, Lola peut choisir d'être gardien, ou d'être truand, ou d'être mystique. Ce qui est compliqué, c'est que vous devez construire son deck avec des cartes de toutes les factions réunies dedans. C'est vraiment pas évident à faire. Mais vous envisagez les possibilités. Elle peut avoir les cartes de toutes les factions dans son deck. C'est incroyable! Si seulement elle avait des meilleures statistiques. Elle a 3 partout, ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est extrêmement difficile de l'amener à avoir des habiletés comparables aux autres enquêteurs. Vous devez travailler très fort pour que Lola soit standard, correct, OK au possible. Mais c'est le fun, c'est vraiment un gros défi. Le plus gros problème avec Lola, c'est sa faiblesse, crise d'identité. Quand cette faiblesse-là sort, vous devez discarter toutes les cartes sous votre contrôle du rôle que vous êtes en ce moment. Donc, si vous aviez sorti toutes vos grosses cartes de truand sur la table, bye bye, toutes ces ressources-là ont été gaspillées et tout le monde disparaît et vous vous retrouvez un peu vulnérable. C'est vraiment pas évident à faire. Je vous suggère d'avoir le moins de soutien possible dans son deck et plein de petits événements et de compétences. C'est un investigateur très versatile quand on le maîtrise bien et avec quelques bonnes cartes de truand, elle peut aussi avoir un paquet d'actions pour agir 5 ou 6 fois dans son tour. Mais vraiment, c'est un défi. Alors, attaquez-vous-y si vous vous sentez d'attaque. En 3e position, Preston Ferment du Cercle Brisé. Preston est un milliardaire. Quelqu'un d'influent à la moustache, ma foi, bien taillée. Et Preston, c'est un truand,
Mais sa grande caractéristique, c'est qu'il y a plein d'argent. Au début de chaque tour, sur sa carte permanente, qui est toujours en jeu, qui s'appelle l'héritage familial, il y a 4 ressources que vous pouvez utiliser comme si elles étaient dans votre réserve de ressources. Vous avez donc potentiellement, au début de la partie, 9 ressources à utiliser. Ce qui fait que Preston est plein aux as. Toutes les cartes super dispendieuses de truands, vous pouvez les jouer sans problème. Vous pouvez avoir plein de cartes aussi qui vous permettent d'échanger vos ressources contre des boosts à vos diverses habiletés. Ce qui est difficile avec Preston, c'est qu'il y a un partout. Alors, il est vraiment pas très bon. S'il n'y a pas d'argent, Preston est vraiment dans une mauvaise passe. 1 dans chacune de ses habiletés. Alors, c'est comme si la faiblesse de Preston, dans le fond, c'était, toutes ses habiletés. Il y a des faiblesses partout. Son avantage, c'est qu'il peut payer pour tout. Alors, si vous détestez le sac de chaos et vous ne voulez jamais piocher un de ces jetons pour réaliser si vous allez réussir ou échouer, prenez Preston. Prenez les cartes qui vous permettent de payer pour réussir. Par exemple, il y a des cartes comme Petite Faveur qui vous permettent de faire boum, plein de dégâts à un adversaire juste en payant. La carte Decoy qui vous permet de fuir un adversaire en payant le coup. Rapport d'information, si je ne me trompe pas le nom de la carte, qui vous permet de payer pour trouver des indices. Et il y a plein de cartes, comme la carte de l'archéologue qui vous permet d'échanger des ressources contre des indices là où vous vous trouvez. Donc Preston, avec sa fortune, peut vraiment, de façon cohérente et à chaque tour, en fait, vous êtes pas mal toujours sûr de faire ce que vous voulez faire. Il n'y a jamais le risque de piocher la chose qui va tout vous faire échouer, de piocher l'échec automatique. Preston, si vous ne voulez pas toucher au sac de chaos, c'est la personne que vous devez choisir. En deuxième position, Père Mathéo, de la civilisation perdue. Père Mathéo, c'est un mystique. Alors, c'est un homme de foi, mais qui a quand même des pouvoirs surnaturels. Et le premier gros pouvoir surnaturel de Père Mathéo, c'est de transformer l'échec critique, l'échec automatique, le fameux jeton rouge qui se trouve dans le sac chaos, que personne ne veut piocher. Il peut le transformer une fois par partie en critique, en succès automatique. C'est incroyable. Vous allez voir les gens autour de la table hurler de joie quand le Père Mathéo utilise son pouvoir. Parce que c'est le truc qui est le plus déprimant dans Arkham, c'est quand vous avez investi toutes vos ressources, toutes vos cartes dans un seul projet et que vous piochez ce fameux jeton rouge. Mathéo vous met à l'abri de ça, du moins, au moins une fois par partie. Et c'est pas tout parce qu'il commence aussi une campagne avec 5 points d'expérience bonus. En début de campagne, ça vous permet des options, d'aller chercher peut-être une grosse carte comme Seal of the Ancient, d'avoir un critique automatique, d'aller acheter ça en début de campagne. Vous pouvez l'avoir dans votre deck. C'est incroyable. Mathéo va vous donner l'impression que vous trichez au jeu, que vous modifiez fortement le sac de chaos. Moi, je pense que c'est l'enquêteur parfait si vous voulez faire un deck autour de la mécanique de Sealed. Donc, d'enlever des jetons du sac de chaos et de les isoler sur vos cartes. Vous aurez l'impression de trier, d'épurer le sac de chaos. C'est vraiment chouette. Puis en plus, je veux dire, un mystique qui commence avec 5 points d'expérience, à la fin de la campagne, vous allez voir, surtout si vous jouez la civilisation oubliée. La civilisation oubliée est plein d'expérience. Vous en trouvez dans chacun des scénarios des poignées d'expérience. Vous allez finir avec un deck qui est surpuissant. Mais dans ce jeu-là, c'est parfois pas suffisant, malheureusement. Mais quand même, Mathéo, vraiment, si le sac de chaos vous fait chier, c'est un bon choix. Et en première position de mes enquêteurs les plus intéressants, c'est Carolyn Fern du Cercle Brisé. Carolyn Fern, c'est une psychologue, une femme de science, un médecin, et c'est un excellent joueur de soutien. Moi, j'aime ces mécaniques-là. Je suis content qu'il y en ait de plus en plus qui intègrent le bassin d'enquêteurs potentiels. Donc, Caroline, c'est un gardien, mais pas un gardien comme les autres. Elle n'a pas vraiment... Elle pourrait avoir accès aux armes, mais elle est vraiment pas bonne pour se battre. Elle est là pour avoir accès aux cartes de gardien qui rend de la santé mentale. Donc, qui retire des horreurs ou qui soigne. Puis vraiment, c'est un super méga bon combo d'avoir des enquêteurs comme Roland, par exemple, que sa santé mentale est toujours en jeu, ou Agnès, qui a un avantage incroyable à avoir de l'horreur sur elle. Si Caroline est avec eux, ils sont certains de pouvoir se rendre encore plus loin dans la campagne. C'est un super bel atout, et en plus, elle est très intelligente, alors parfaite pour trouver des indices, et avec accès à certaines cartes gardiens comme la détective Alice,
c'est parfait. Vous avez plein de façons de booster votre intelligence puis d'arriver à avoir 6 ou 7 d'intelligence rapidement dans les premiers tours. Je vais vous mettre en description un lien d'un deck que j'ai utilisé pour Caroline et ça a été une de mes campagnes les plus efficaces, les plus agréables. J'avais vraiment l'impression d'être primordial à l'équipe parce que non seulement je trouvais tous les indices avec elle, mais en plus, quand les gens étaient dans les pires moments, là, que tout le monde était sur le bord de perdre, Caroline pouvait sortir ses cartes et soigner tout le monde en utilisant ses bouteilles de whisky, par exemple. C'est ça qui est vraiment hilarant aussi. C'est cette idée-là que toutes les cartes qui permettent de retirer de l'horreur sont accessibles à Caroline. Alors, on parle des bouteilles comme Courage liquide, ça peut intégrer son deck aussi, ou des super grosses cartes comme Renier l'existence, qui permettent de complètement annuler une carte qui fait du dégât. J'adore Caroline. C'est vraiment, vraiment un bon joueur de soutien, ultra solide. Caroline Fern, c'est mon numéro 1. Fait que voilà, c'était mon petit top 5 des enquêteurs les plus intéressants selon moi dans Arkham Horror. C'est sûr que là, il y a de futures extensions qui vont sortir très bientôt, comme Dream Eaters, dans lesquelles il y a des enquêteurs super intéressants aussi. J'ai très, très, très hâte de voir ça. J'aimerais quand même vous demander, après toutes ces petites vidéos qu'on a fait autour de horreur à Arkham, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Est-ce que vous avez aimé cette petite série vidéo? Peut-être que vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir aussi de continuer à commenter le matériel qui va être publié par Fantasy Flight pour ce jeu parce que c'est extraordinaire. Je ne le répéterai pas assez, mais c'est vraiment un super solide jeu. Alors voilà, sur ce, Internet, je vais te souhaiter une bonne nuit.